expliquer un peu qu'est-ce qu'une hypothèque et les différentes options d'une hypothèque. C'est pas mauvais en soi, mais c'est juste c'est moins d'options pour le client. Si moi je veux acheter une maison et je suis pas préqualifié, est-ce que je passe aussi par toi? Tu veux tout mettre ça ensemble. Un refinancement, c'est ça. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast, nouvel épisode RIM avec nouvel invité comme vous en avez l'habitude. Aujourd'hui, je reçois notre première courtière hypothécaire dans le podcast, Sandra Abouker, bienvenue. Merci Adam, c'est gentil. Merci pour beaucoup d'avoir l'invitation. accepté mon invitation. Merci à toi. Donc, courtier hypothécaire, on sait vraiment l'importance que ça a par rapport à que ça soit achat, refinancement. Euh, J'ai vraiment besoin que tu nous aides un peu à y voir plus clair pour les gens, tu sais, qui achètent peut-être leur première propriété, qui ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'un taux fixe, un taux variable. Donc, on va un peu rentrer, on va un peu détailler tout ça. Absolument. Donc, avant de parler un peu plus en profondeur, je vais te laisser un peu te présenter. Donc, Sandra Boucard, courtier hypothécaire. Je suis dans le domaine hypothécaire depuis 2019. Donc, ça va faire 5 ans bientôt. J'adore ce que je fais. J'ai fait le saut en 2019 en ne sachant pas trop vers où je m'en allais. Je cherchais de nouveaux défis, puis je suis tombée en amour. Avant les hypothèques, j'étais dans le domaine des assurances dommages. J'ai été dans le domaine pendant 5 ans également. Donc, j'ai un beau parcours au niveau bancaire également. Et si je vais un petit peu plus loin, j'étais dans la restauration, sinon tout le reste de ma vie. Ok. Mon papa avait une salle de réception dans le temps. Puis sinon, voilà, ça fait de moi qui je suis aujourd'hui. Quand tu parles d'hypothèque, tu sais, j'ai vu un peu ton background, tu es passé aussi par des banques. Effectivement. Est-ce Ouais. que tu peux nous dire, c'est quoi la différence entre peut-être un courtier hypothécaire plus privé, centré sur ses clients, et un courtier hypothécaire qui travaille plus avec les banques? Oui, donc un spécialiste hypothécaire, c'est quelqu'un qui va pouvoir offrir des produits de la banque uniquement. Donc, tu ne peux pas aller à l'extérieur de ça. Tu te limites avec juste les produits d'une seule banque. C'est pas mauvais en soi, mais c'est juste c'est moins d'options pour le client. Et moi, j'ai décidé de faire le saut tout récemment, d'ailleurs. Puis, c'est pour avoir l'opportunité de justement donner plus d'options à mes clients. C'est plus le fun aussi. C'est des meilleures discussions. Les clients aussi aiment beaucoup plus ça. Puis, ça me donne aussi une grande liberté au niveau des dossiers avec les clients. Donc, voilà. T'as dû voir en fait au niveau de ta clientèle que tu pouvais leur offrir peut-être plus que seulement ce que tu pouvais offrir avec une banque, disons. Absolument, oui. Et tu t'es dit, voilà, il y a peut-être un marché un peu plus grand à aller chercher. On va rentrer un peu plus en détail, voilà, pour expliquer un peu qu'est-ce qu'une hypothèque et les différentes options d'une hypothèque. Est-ce que Mhm. tu peux un peu expliquer, détailler là-dessus? En gros, simplement dit, une hypothèque, c'est la plus grosse dette probablement de la vie de quelqu'un. C'est vraiment une grosse dette, c'est ça. C'est vraiment ça. Comme tu vas acheter une auto, tu vas aller chercher un financement. Quand tu vas acheter une maison, tu vas aller chercher un plus gros financement. C'est une dette. Sauf que ce qui est différent, c'est bien sûr, c'est gros, proportionnellement parlant. Puis au niveau de la qualification des revenus, c'est beaucoup plus de travail. Toi, tu n'es pas seulement spécialisé dans le refinancement, hypothèque de maison, tu fais aussi autre chose que ça soit un condo ou un immeuble, ou est-ce qu'il y a différents types d'hypothèques, comme tu as parlé d'auto, est-ce que ça aussi, ça peut rentrer en Bonne compte? question. Non. C'est tout Ok, ce qui est immobilier. ok. Tout ce qui est propriété. Donc, condo, plex, maison, ça, pas mal. Ça englobe tout ça. Dans, dans ce genre de sujet-là, j'aurais bien aimé aussi que tu nous dises un peu qu'est-ce qui est hypothécable. Je ne sais pas si ça se dit, mais Mhm. disons, bon, bien sûr, un condo, une maison. Est-ce qu'un territoire, est-ce que tu sais, un terrain, Un terrain. est-ce qu'un terrain, ça serait par exemple hypothécable? C'est quoi les différences? C'est quoi Mhm. les taux qu'on peut aller chercher, disons? Un terrain, un financement de terrain, ça se fait. Ça se fait avec certaines institutions, oui. Mais généralement parlant, les gens qui vont acheter un terrain vont souvent l'acheter comptant Oui, pour pouvoir construire dessus plus tard. Parce que pour construire sur un terrain, techniquement, le terrain devrait être payé de base. Il y a des exceptions qui peuvent se faire et tout, mais ça se fait. Mais sinon, c'est tout ce qui est immobilier, tout ce qui est propriété, un immeuble. Ça, tout ça, on peut le financer.
Parfait. Je voulais qu'on rentre aussi un peu, tu sais, en profondeur sur les différentes options qu'une hypothèque peut offrir à un client. Mhm. Bien sûr, il y a le taux fixe, taux variable. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu peux un peu nous détailler les différences aussi entre un taux fixe et un taux variable? Oui, absolument. Ben, en fait, si je te repose la question, est-ce que tu sais un petit peu c'est quoi la base? C'est toujours comme ça que je vais à mes clients. Est-ce que vous connaissez un petit peu la différence entre taux fixe variable? Et là, ils me disent un petit peu qu'est-ce qu'ils pensent et je les reprends. Ok, Si je dois... Donc, je vais te poser la question. On va le faire comme ça. ok. Est-ce que tu sais c'est quoi la différence? Je sais un petit peu, je te dirais oui, qu'un taux fixe, ça serait donc un pourcentage qui va rester sur à peu près, je pense, c'est 5 ans. Mhm. Le taux variable, donc tu n'as pas le même pourcentage sur les 5 ans. Ça peut varier selon le marché, j'imagine. Selon, oui, le taux de la Banque du Canada. Ok, Exactement, exactement. ok. Donc, un taux fixe, c'est vraiment pour quelqu'un qui a un revenu, pas plutôt un revenu, un budget qui est très stable, qu'on ne veut pas déroger du budget, peu importe qu'est-ce qui arrive. Donc, s'il y a une guerre mondiale à l'extérieur, toi, tu veux que ton taux, ton paiement reste pareil et que tu t'inquiètes pas par rapport à ça. Donc, tu peux choisir un terme de 1, 2, 3, 4, 10 ans, si tu veux, sur le taux fixe. Le taux variable, c'est comme tu l'as dit, ça va varier, ça va fluctuer selon le marché, selon la Banque du Canada, à la hausse comme à la baisse. Le paiement peut changer en conséquence aussi. Donc, si quelqu'un a un budget fixe, c'est plus difficile. C'est pas toutes les banques qui vont faire en sorte que le paiement fluctue. Il y a des banques que le paiement va rester tel quel, c'est plus la portion capital-intérêt qui va fluctuer, tandis que d'autres, c'est vraiment le paiement complet va suivre. La grosse différence, c'est que également, si tu veux briser un terme sur un taux variable, la pénalité est beaucoup moindre. On va parler d'une somme de 3 mois d'intérêt. Tandis que le taux fixe, ça peut être plusieurs milliers de dollars selon différents facteurs. Ok. Au jour actuel, avec toutes les circonstances qu'on connaît en ce moment, est-ce que toi, tu conseillerais plus d'avoir un taux fixe ou est-ce que tu conseillerais d'aller quand même sur du variable? La question qui tue, hein? Ça va vraiment, vraiment dépendre du client. Ok, Puis généralement, la majorité des spécialistes en hypothèque vont vous dire la même chose. Ça va vraiment dépendre du profil en client. Cependant, ce que je peux dire, c'est que la tendance vers les prochaines années nous dit que les taux vont être à la baisse, que la Banque du Canada va réduire son taux. hmm. Donc, souvent, c'est un indicateur où les clients vont s'enligner également, dépendamment de leur profil. C'est sûr que tu sais, avec. Bon, là, on en avait parlé la semaine dernière, mais avec la Banque du Canada Mhm. qui a gardé le taux directeur inchangé, je pense que ça fait 3 fois d'affilée qu'ils le font, si je ne me Plus, trompe ouais. pas. Oui, plus. Euh, c'est vrai que ça reste assez compliqué, j'imagine, pour les gens de voir un peu l'avenir. Toi, en ce moment, sur tes clients, est-ce que tu leur conseilles vraiment d'essayer de garder la même lignée ou est-ce que tu essayes peut-être de les pousser sur changer de taux d'intérêt, tu dirais? Je vais jamais pousser un client à faire quoi que ce soit. Honnêtement, c'est vraiment avec son profil à lui. Puis je vais juger, je vais avoir la discussion avec lui. Les pour et les contre, qu'est-ce qui pourrait s'en venir. À la fin de la journée, ce que je dis tout le temps, c'est que tout ce qui est taux d'intérêt, c'est comme aller au casino. Personne n'a une boule de cristal, personne ne le sait. L'important, c'est que est-ce que toi, tu es confortable? Est-ce que ta situation financière te permet d'aller de l'avant, peu importe si c'est un taux fixe ou un taux variable. Ok, C'est plus ça. Parce que les taux vont fluctuer nonobstant quand tu vas être. D'ici 2, 3, 5, 10 ans, ça va fluctuer. Mais si tu achètes une propriété et qu'il faut que tu en achètes une, ça va être maintenant. Peu importe si les taux sont à 2% ou à 10%. Si il faut, il faut. Il faut juste que tu aies la situation financière qui va avec. repartons à la base pour l'obtention d'une hypothèque. Mhm. J'aimerais bien qu'on détaille un peu, tu sais, toutes les étapes pour un client avant d'obtenir une hypothèque. Ouais. Disons que tu as un nouveau client qui t'appelle, qui te dit je veux acheter ma première maison. C'est quoi les étapes avant d'arriver au stade où il est accepté pour son taux hypothécaire, disons? Donc, ça, on va vraiment du départ, du début. C'est qu'on va voir la discussion avec les clients. C'est quoi ton objectif? C'est quoi ton but de un? Ensuite, on va valider c'est quoi sa situation financière. C'est quoi ses économies, bien sûr, parce qu'il faut établir un budget pour la mise de fonds, un budget pour les paiements mensuels. Qu'est-ce qu'il y a en tête pour les paiements mensuels? Est-ce que présentement, le client est en location et paye 800 par mois, puis qu'il veut acheter dans sa tête un condo de 400 000, c'est sûr que l'hypothèque ne va pas être 800 par mois.
faut bien établir le budget. Fait que c'est une des premières questions que je pose aux clients. Oublie le montant d'achat, c'est quoi ton budget par mois? OK. Ton paiement d'hypothèque, taxes inclus. Ah, OK. Parce que ça, c'est les frais fixes qui ne bougeront pas. OK. Ensuite, l'autre point qui va être important, c'est bien sûr son bureau de crédit, son historique de crédit. Est-ce qu'on doit le travailler? Si oui, on va établir une stratégie ensemble. Sinon, c'est en bon état, ben, félicitations, on pourra aller de l'avant. Ça commence avec ça. Une bonne question, c'est également, j'imagine que la plupart des gens qui se posent, mais c'est quoi pour vous, pour les gens qui travaillent, toutes les personnes qui travaillent au niveau du courtage hypothécaire, un bon score de crédit? Est-ce que c'est quelque chose qui est établi ou vraiment ça va dépendre aussi des finances de la personne? De manière générale, tout ce qui est en haut de 700 comme score de crédit, le maximum étant 900, c'est considéré bien, très bien. Quand on baisse, quand on est en bas des 700, c'est parce que souvent il y a quelque chose qui est arrivé. Est-ce que le crédit a été surutilisé? Est-ce qu'il y a des retards de paiement? Ou est-ce qu'on n'a juste pas assez d'historique de crédit du tout, qu'on n'a pas encore eu le temps de le bâtir? C'est toutes des questions que tous des points que je vais revalider avec le client aussi. Est-ce que c'est le critère numéro un que les courtiers ou courtières hypothécaires regardent avant de donner un taux hypothécaire, ou il y a quelque chose de plus important encore que... C'est pas nécessairement le score, c'est plus l'historique qui va être important. Il y a des clients qui ont un score de 680, 670, 660, mais qui sont quand même en bonne situation financière. Il faut juste avoir l'explication qui vient derrière ça. Parce que quand on va soumettre le dossier à la banque, éventuellement, la première question que la banque va nous demander, c'est qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi son score de crédit est comme ça. Donc, il faut avoir toujours une explication derrière. Une question qui pourrait en découler, j'imagine, quel conseil, toi, avec toute l'expérience que tu as, tu donnerais à une personne qui voudrait obtenir une hypothèque? Est-ce que tu lui dirais d'abord d'augmenter son score de crédit? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu essayes de mettre en avant? Ben, c'est vraiment aussi la situation financière, les économies du client. S'il va acheter un condo à 400 000, il faut techniquement qu'il y ait la mise de fonds minimum de 5 % qui est 20 000 $. Donc, s'il n'y a pas les fonds nécessaires, on va travailler pour améliorer justement cette portion d'économie-là. Peut-être de réduire les dépenses ou peut-être de le conseiller d'aller voir un planificateur financier aussi pour mettre à jour son statut financier. Est-ce qu'il y a des épargnes, il y a des CELI, il y a des REER, CELIAP, est-ce qu'il a profité de ces programmes-là? Donc, tout ça, ça vient avec la discussion avec le client. C'est pas quelque chose en particulier, c'est vraiment un ensemble. J'appelle ça vraiment, c'est un travail d'équipe. Entre moi, client, et possiblement une tierce partie qui est un planificateur financier, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Donc, un conseil que je peux donner vraiment à quelqu'un qui va acheter une propriété, peut-être aussi un premier acheteur, c'est de ne pas hésiter d'aller voir un courtier hypothécaire pour justement avoir la discussion. C'est la première étape qui est cruciale. OK. Donc, bien sûr, comme tu as dit, les économies, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a une période de temps avant d'arriver à ce stade d'obtention d'une hypothèque, ou ça dépend? Tu vas me dire, tu vas me dire que c'est cas par cas, mais j'imagine qu'il y a une moyenne, une personne qui vient te voir jusqu'au moment où elle obtient son hypothèque. Finale, ouais. Est-ce qu'il y a un temps que tu dirais a priori? En fait, le temps, ça va être sa recherche. Donc, si, Adam, tu viens me voir aujourd'hui, on a la préapprobation, tu commences à magasiner, ben, ça va dépendre. Est-ce que toi, tu es motivé à acheter, qu'il te faut une propriété absolument, que tu dois notarier dans 1 mois, tu dois déménager dans 1 mois. Donc, ça peut être rapide. Mais je te dirais, la majorité des gens avec qui je travaille, qui commencent leur recherche, ça va prendre 5 à 6 mois. Quand même. Ouais. Ça prend... c'est à peu près le temps, je dirais, pour trouver une maison. Bon, Exactement. oui, pour un couple, ou c'est sûr qu'une maison, ça va être un peu plus long qu'un condo, j'imagine. À chaque fois disons qu'à chaque fois qu'une personne veut aller vers un courtier immobilier pour commencer à faire ses recherches, la première chose que le courtier lui dit, il lui dit, il te faut une préapprobation. Ouais. Est-ce que tu es préqualifié par la banque? Ouais. Donc, j'imagine que le processus, on doit d'abord passer par un courtier hypothécaire, donc par vous, avant de commencer nos recherches. Et ensuite... Absolument. Absolument. Parce que c'est crucial d'établir le budget. Le budget va te permettre de saisir vers quelle propriété tu vas.
J'ai souvent eu des clients, justement, récemment, malheureusement, avec la situation économique qu'on a, la capacité d'emprunt de tout le monde est à la baisse parce que les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc, quelqu'un qui me dit, Sandra, je vais acheter une maison à 300 000 à Laval, je lui dis directement, où est-ce que tu recherches à Laval? Parce qu'une maison à 300 000, ça risque de pas être... c'est pas un projet qui va être faisable. Peut-être t'enligner vers un condo. Donc, le budget va te permettre de s'enligner vers quel type de propriété aller et également vers quelle ville ou quel secteur aller. Parce que les prix vont varier également. Donc, c'est crucial. C'est le point numéro 1 pour commencer. Ok, super. Est-ce que donc dans ce cas-là, tu aurais, disons, une histoire, peut-être quelque chose voilà, qui t'est arrivé récemment avec un client que tu pourrais nous raconter un peu pour, tu sais, expliquer ce processus-là, quelque chose qui est sorti un peu de l'ordinaire, quelque chose, tu sais, où vraiment tu n'avais pas l'habitude, il y a eu peut-être par rapport au marché ou peut-être par rapport à la situation aussi du client, peut-être? Une situation qui m'est arrivée récemment, c'est une cliente avec qui j'avais travaillé un peu plus d'1 an et demi. 1 an et demi, elle, c'était pas un achat par contre, c'était un refinancement. Elle était avec un prêteur B qu'on appelle, donc sa situation financière ne la permettait pas d'aller avec une banque, les grandes banques, donc il fallait aller sortir un petit peu de ça. Elle a été avec un prêteur B pendant plus d'1 an, donc ça veut dire gros taux d'intérêt. Prêteur B, tu veux dire prêteur privé? Non, juste avant prêteur privé. Ok. Donc il y a prêteur A, B et privé. Ah, je connaissais pas les différences. Ouais. A, c'est les grandes banques qui acceptent quelqu'un qui est en bonne situation financière. B, c'est quand les banques ne t'acceptent pas. Et privé, c'est quand le B ne t'accepte pas. C'est le dernier recours. Et le B, c'est... Est-ce que ça reste une institution financière ou est-ce que c'est... Oui, ça reste une institution financière. Une institution financière, oui, exactement. Privé, c'est vraiment... ça peut être toi qui peux être un prêteur privé. J'exagère un petit peu là, mais c'est un peu comme ça. Ils vont charger des taux quand même astronomiques. Au-delà 10, 12. Exactement. Mais c'est pour sortir les clients du prêt-train. Mais c'est juste souvent, c'est une solution temporaire. Donc, juste pour pouvoir te remettre sur pied, pour aller. Ceci étant dit, là, pour retourner à mon histoire, travailler pendant plus d'1 an et demi avec la cliente pour remettre son crédit à jour, lui donner des conseils. Je lui parlais probablement à chaque 2-3 semaines pendant plus d'1 an et demi, la cliente. Pour finalement, on a réussi à la faire refinancer, sortir du prêteur B pour aller avec une banque traditionnelle. Et là, on est en processus de justement, on a rétabli son crédit, rétabli sa situation financière. Et là, elle veut acheter autre chose. Elle veut vendre pour acheter. Donc, c'est vraiment tout ça pour dire que je prends le client de A à Z. Donc, du début, même si tu ne te qualifies pas aujourd'hui, je suis capable de t'aider pour pouvoir te qualifier pour réaliser tes projets futurs. Donc, tu passes aussi par la... Par exemple, disons, si moi, je veux acheter une maison et je ne suis pas préqualifié, est-ce que je passe aussi par toi? Oui, parce que je te prépare à être qualifié, idéalement. Tu as parlé un peu dans ton histoire de refinancement, ça tombe bien, je voulais qu'on aborde aussi un peu le sujet. C'est un terme qu'au début de ma carrière dans l'immobilier, je ne comprenais vraiment pas. Et je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes, même la majorité des gens qui ne sont pas dans le domaine comme nous, qui ne comprennent pas ce système de refinancement. Est-ce que d'abord, en premier lieu, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu en quoi ça consiste un refinancement? Un refinancement, c'est que tu as un condo aujourd'hui, ça fait 5 ans que tu l'as, on va dire, et que tu as bâti de l'équité dans le condo. Donc, on va dire, tu l'as acheté à 200 000, aujourd'hui, il vaut 400 000. Extrême, mais on va dire ça. Tu veux refinancer, tu veux sortir de l'équité pour acheter autre chose, pour investir, pour peut-être même consolider des dettes. Tu as un prêt auto, carte de crédit, marge de crédit, tu as fait des rénovations dans la propriété. Tu veux tout mettre ça ensemble. Un refinancement, c'est ça. C'est que tu prends ton hypothèque initiale, on va dire qu'elle était 200 000. Tu veux aller sortir un 300 000 pour consolider tout, ou peu importe la raison. Ça, c'est un refinancement. C'est vraiment ça. Sauf que pour le faire, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il faut que tu aies acquis la propriété en général depuis au moins 1 an. Puis, il faut que tu aies eu de l'équité dans la maison. Parce que pour pouvoir faire un refinancement,
tu peux juste refinancer à 80% de la valeur marchande au moment que tu fais le refinancement. Donc, si tu as acheté le condo à 200 000 il y a un an, puis aujourd'hui, il vaut encore 210 000, on va dire, tu n'as pas bâti assez d'équité. Donc, ça, c'est un point important. La majorité des gens qui refinancent, c'est soit, comme tu as expliqué, donc le condo ou la propriété a pris de la valeur. Pour prendre de la valeur, il y a plusieurs méthodes. Disons, je ne sais pas si ça t'arrive aussi avec des clients, des propriétaires qui ont des blocs appartements. Ça peut être aussi une solution de donner plus de valeur à la propriété, donc faire des rénovations. Absolument. Et ensuite, est-ce que tu as une histoire, par exemple, qui est semblable à ça? Est-ce que tu as aussi des clients qui sont des propriétaires avec un parc immobilier, disons par exemple? Ça m'intéresserait, par exemple. En fait, un refinancement que j'ai fait il y a environ 2 ans, c'est quelqu'un qui n'a pas fait nécessairement de rénovation, mais c'est juste qu'il avait acheté à un très bon prix. Il l'avait acheté en bas du prix du marché à ce moment-là. Mais pour refinancer, il faut quand même attendre environ 12 mois pour refinancer. Mais tu vois, lui, il n'a rien eu à faire. C'est juste qu'il y avait eu un bon prix à l'achat. On a pu refinancer à la valeur future, techniquement 12 mois plus tard. Fait que, tu sais, c'est pas juste, c'est pas une solution. C'est qu'elle a pris de la valeur, oui, faire la rénovation, mais dans tous les cas, généralement, il faut attendre 12 mois avant de faire un refinancement. Dans ce cas-là, est-ce que le meilleur moment pour refinancer une propriété, c'est 12 mois ou ça va dépendre encore une fois Au minimum 12 mois. Minimum 12 mois? Oui, parce que la banque va toujours dire, elle va refuser de faire le refinancement si tu as acheté il y a moins de 12 mois. Si oui, c'est parce que tu as fait des grosses rénovations et ils vont refinancer, ils vont demander les factures de rénovation, qu'est-ce qui s'est passé, et ça va être le prix acheté plus les rénovations il y a 12 mois. OK. Ma question qui en découlait, c'était est-ce que toi, tu as un moment approprié de refinancer son hypothèque? Ça veut dire, est-ce qu'il y a vraiment un moment où cette personne-là va se dire, OK, c'est maintenant que je dois refinancer, ou c'est vraiment cas par cas? Ça dépend des clients. Ça dépend des clients. C'est pas tout le monde qui est obligé de refinancer. Ça dépend de leur projet. Comme je te dis, est-ce qu'il faut une consolidation de dette? Est-ce que tu as des projets de rénovation? Tu as des projets d'investir? Peut-être que tu vas acheter un condo au Mexique. Tu vas utiliser l'argent ici, ton équité. Tu ne vas pas sortir ta liquidité en banque. Donc, c'est du cas par cas. Il y a du monde qui n'a pas besoin de refinancer. Il y a du monde qui vont simplement laisser tel quel, renouveler avec leur banque tel quel, sans rien changer. Ma future question sur les refinancements, ça serait pour toute personne qui serait intéressée, tu sais, à refinancer sa propriété, quels seraient donc les facteurs à considérer avant de refinancer? Quels documents, disons, qu'est-ce qui doit rentrer en compte avant de venir te voir, avant de venir voir un courtier hypothécaire et lui dire, voilà, je suis arrivé à ce stade-là où j'ai besoin de refinancer ma propriété. Au niveau des documents, pour comment préparer le client, c'est similaire à quelqu'un qui va acheter, presque. Parce que de toute façon, il faut retravailler le dossier, il faut requalifier avec la banque. Donc, ça va toujours être les déclarations de revenus. Donc, prouver à la banque c'est quoi l'argent qu'on fait. Ça va être le même principe, les documents de si tu as un parc immobilier, les états financiers, les revenus locatifs, les baux, les taxes, il y a des frais de condo. C'est le même principe. La documentation est très, très similaire. La seule chose qu'on ne demande pas, c'est bien sûr le document de la mise de fonds, parce qu'il n'y aura pas de mise de fonds avec un refinancement. Mais sinon, c'est similaire. Ok, bon, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Sandra, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi d'avoir invité, c'est super gentil. Je pense que ça va aider à peu près pas mal de personnes, tu sais, de voir un peu plus clair qu'est-ce qu'une hypothèque. J'essaie de viser un peu un public assez large, pas nécessairement des gens qui s'y connaissent, tu sais, dans l'immobilier. Donc, Oui. c'est vraiment apprécié que tu rentres un peu dans les détails du début. Donc, Oui, absolument. On est là pour ça. Tout ce qui est vraiment hypothèque et tout. Pour finir, j'aime bien demander un peu, tu sais, qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'est quoi ta situation? Est-ce que ça va bien? Comment tu vois un peu le marché évoluer, disons, sur cette année de 2024? Très bonne question. En fait, le marché, je vous dirais, a repris tranquillement par rapport aux derniers mois. Les gens se sont habitués
au taux d'intérêt actuel. Puis, on commence à voir une petite baisse. Ça, je vais être transparente. Est-ce qu'elle va rester? Ça, on ne sait pas. Mais on en profite pour le moment. Puis, c'est les gens ont toujours besoin de propriété. Toujours, toujours. Donc, le marché va rester là. Tout le monde a besoin de renouveler leur hypothèque, de refinancer, comme on vient de parler, pour consolider des dettes parce que la plupart des gens commencent à avoir de plus en plus de dettes avec les hausses des taux d'intérêt et le coût de la vie en général. Donc, on reste occupé. Est-ce que tu aurais, pour finir, un podcast ou un livre, quelque chose à suggérer aux auditeurs? Est-ce que tu es plus lectrice ou est-ce que Oui, tu es plus... j'aime lire. Mais en fait, c'est vraiment un écrivain ou un livre pour tout ce qui est courtage hypothécaire. C'est Dustin Woodhouse. Donc, il y a une série de livres que j'adore beaucoup concernant les courtiers hypothécaires. Donc, c'est ce que je termine de lire présentement. Donc, si vous êtes intéressé à savoir un peu plus sur les hypothèques, ça peut être un livre très intéressant. Ouais. Je vais le noter moi aussi. Ça va m'aider un peu plus à y voir parce que je suis encore un peu novice, on va dire. Super excellent. Dustin Woodhouse, il y a 3 volumes de livres disponibles un peu partout, donc je recommande. Merci beaucoup Sandra. Merci d'être venue, de t'être déplacée de Laval. Un petit road trip, mais merci à toi encore une fois. De Laval à Montréal. Merci à tout le monde qui va voir ce podcast. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur toutes les pages du podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et à la semaine prochaine.